Mercredi 3 juin 2020, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Modification ce mardi 2 juin 2020 du code électoral en procédure d'urgence par les députés. Un amendement qui fait suite au blocage constaté par l'élection des maires, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement dans plusieurs communes. Conférence de presse ce mardi de la Fondation Malrosso. Les responsables de l'association ont remercié le gouvernement pour sa décision relative à la réouverture des lieux de culte, des bars, permettant ainsi la reprise progressive des activités. Le décès de George Floyd au cours d'une interpellation de la police continue de secouer les États-Unis. Des manifestations et des violences se poursuivent. Dans cette ambiance, son frère s'est rendu sur la scène du décès. On en parle dans ce 13h. Vous êtes sur la chaîne de l'excellence. La modification du code électoral a été adoptée au Parlement ce mardi 2 juin 2020. La proposition de loi portant interprétation et complétant le code électoral traité en procédure d'urgence vient mettre fin aux écueils liés à l'élection des maires, des adjoints aux maires et chefs d'arrondissement. Le point avec Isaac Adjé. Le mode de désignation des organes dirigeants des mairies pose problème. En témoignent les différents blocages ou reports de l'élection des maires, adjoints aux maires et chefs d'arrondissement. Il faut arrêter la saignée car il s'agit d'un recul démocratique, d'où l'urgence d'expliciter certains articles du code électoral. Ce qui se passe est tellement dramatique que nous sommes retournés à plus de 10 ans en arrière. Nous avons voté en 2019. L'esprit de ce code, c'est que l'expression populaire doit être respectée au sommet des mairies. C'est ça que nous avons dit. Qu'il faut renforcer les partis politiques et que ce que le peuple exprime là, c'est ça qu'on doit pouvoir faire. Il est inconcevable qu'on dise qu'on sera à la sortie donc de ces élections, que des partis qui ont la majorité absolue, qu'ils aient des problèmes d'installer à la tête de ces mairies-là donc des gens qui souhaiteraient. De ce point de vue, l'esprit de la loi demeure. Et il faut au moins une loi pour interpréter. Parce qu'on a compris que certains n'ont pas complètement compris ce que nous avons dit. Il faut interpréter, donc c'est dans ce sens-là. Que cette loi que vous avez programmée aujourd'hui là, qu'on puisse aller dans l'interprétation et que les gens comprennent complètement l'esprit de cette loi-là. La loi portant interprétation et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral vient en effet discipliner, selon Augustin Renvoy-Blas, certains représentants de partis politiques au niveau déconcentré qui font obstruction à la mise en place des candidats de partis majoritaires à la tête des communes et municipalités. Nous avons respecté tout ce qui est inscrit dans le protocole additionnel de la CEDEAO. Le code électoral a été respecté. Qu'on ne nous dise pas, qu'on ne nous parle pas du consensus. Il s'agit de discipliner les militants qui sont des responsables désignés au sein des différents partis politiques. Au lendemain de la proclamation des résultats, nous connaissons avec précision dans chaque commune quel parti est investi, est identifié par les électeurs. Alors le peuple pour gouverner à la base. C'est une preuve que la pénétration de la réforme du système partisan n'est pas allée partout et comprise de tous. Lorsque j'ai été accueilli dans cet hémicycle en prenant mes fonctions de ministre, j'avais dit que chaque loi votée par l'Assemblée nationale doit constituer un pas de plus vers l'idéal démocratique que nous souhaitons pour notre pays. Et ce qui se fait est l'un de ces pas dont je parlais. Au-delà de toute interprétation partisane, les élus du peuple viennent de poser un pas de géant qui met fin aux différentes dissensions liées à l'attribution de sièges au niveau des mairies.
Il faut dire que le président de la République, Patrice Talon, rencontre ce mercredi les représentants des partis politiques. L'objectif est d'échanger autour de la proposition de la loi interprétative du code électoral. On poursuit cette édition pour dire que la loi suscite de vives réactions dans l'opinion publique. Suivez ici la réaction de quelques citoyens. Ils sont au micro de Sandra Kafadei et Semiat Yessoufou. Vous voyez, on a fini les élections et la suite normale voudrait qu'on installe tous les conseils municipaux. Voilà, c'est ça on a commencé, mais on a constaté sur le terrain qu'il y a des blocages. Alors, comment faire pour débloquer? Moi, à mon avis, j'aurais souhaité qu'on aille jusqu'au terme, n'est-ce pas, des processus avant de faire, avant de tirer les conclusions. Mais vu l'urgence qui s'opère, l'urgence de la chose, de la désignation, eh bien les députés ont jugé bon de modifier la loi portant le fonctionnement de façon globale du système partisan. Vous voyez, normalement on ne devrait pas changer les règles au cours du jeu. Mais pour faire avancer les choses, on n'a pas c'est-à-dire les députés ont le droit, n'est-ce pas, de toucher à cette loi pour véritablement avancer les choses. Vraiment, j'applaudis les députés et j'apprécie aussi le président Talon. Ça, c'est une bonne loi. Ça me fait à la pagaille. Vous voyez, dans un parti qui a la majorité absolue, le chef parti vous dit que c'est INS. Vous acceptez au cours du vote, vous votez non contre ce INS. Ça veut dire que vous ne respectez pas le parti et les dirigeants du parti. Alors, nous sommes vraiment dans un pays démocratique, mais il faut avoir du respect aux dirigeants, au parti dans lequel tu es. Tout à fait. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces changements du code électoral qui a été voté par les députés de 8e législatif hier. Je ne suis pas d'accord du tout. Parce que, à plein du jeu, on ne peut pas changer le jeu. Les plus de 14 maires sont déjà élus et encore on retourne vers l'Assemblée pour voir encore changer le code électoral. C'est pour cela que moi je ne suis pas d'accord. Cette loi elle est bienvenue parce que nous sommes dans un système démocratique où malgré les 20 ans passés, on apprend toujours. Parce que même les pays développés en démocratie que nous suivons, dans un parti, c'est le parti qui a l'obligation de discipliner sa troupe. Il y a certains qui disent qu'on est en train de changer le jeu au cours du jeu. Non. La loi, même la constitution même dit, lorsqu'il y a problème, et que si il faut voter des lois pour faire avancer le pays, il faut le faire dans l'urgence. Et c'est ce qui s'est passé. On peut dire que c'est une loi qui vient compléter et clarifier. Mais moi, là, je ne suis pas d'accord avec eux. Pourquoi, avant qu'on aille aux élections, on n'avait pas prévu tout ça là? Reviser une loi en pleine procédure électorale, plusieurs se posent des questions. Mais il n'aura pas échappé à l'opinion nationale que les installations des conseils communaux depuis le jeudi 28 mai se sont soldées en grande partie par des échecs. Le Parlement a semblé être mis sur le fait accompli. Morouf Abiola Boussari. L'installation des conseillers communaux s'est poursuivie ce 2 juin avec à la clé les reports des élections des maires, des adjoints aux maires et des chefs d'arrondissement. Et cela s'est encore passé à Basila, Niki, Porto Novo, à Bomeka-la-Vie. Chose pas étonnante car depuis le 28 mai 2020, date du démarrage des installations des conseils communaux, seulement 26 maires ont été élus. Les autres localités ont été confrontées à des reports pour faute d'accord des conseillers des partis majoritaires. Ça fait 19 blocages, 26 réussites sur 45 au total. Ça pose des questions. Notamment du code électoral en 16 articles 189 et 190 qui organisent l'élection des maires et de leurs adjoints. La deuxième source probable, c'est l'organisation interne des partis. Il y a des velléités individuelles qui perturbent la cohésion au sein de la majorité des conseils, au sein donc du parti majoritaire. Après du moment où les laboratoires ont bien lu l'article 189 et voient qu'entre le 190 et le 199, il n'y a pas grand-chose qui renforce le 189, alors, et très tôt à 190,
On voit l'ouverture. On est entré dans l'ouverture. Même dans les communes où les chiffres semblent avoir délibéré par eux-mêmes, l'on a assisté à des tâtonnements. Soit le choix des candidats est contesté par les conseillers à la base, soit l'on assiste à plusieurs candidatures au sein du même parti. Les législateurs n'entendent pas rester muets face à la situation. Profitant d'une plénière qui devra se pencher sur l'examen du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État gestion 2017, quelques-uns parmi eux ont pris l'initiative d'introduire une proposition de loi explicative allant dans le sens d'un amendement des dispositions qui régissent l'élection des maires et de leurs adjoints. Une proposition qui vient donner du contenu à l'article 189. C'est qu'il faut donner la main au parti pour que, quand vous êtes majoritaire quelque part, ce soit vous qui dirigez le conseil de manière claire et nette. C'est une vie, c'est une orientation, c'est un choix. Une loi explicative qui met un terme au guéguerre et ne remet point en cause la réforme du système partisan. La réforme elle-même n'a pas de problème. Au contraire, la réforme est une réussite. Et ce qui en sort aujourd'hui est également la résistance de la réforme. En fait, il y a des pratiques anciennes qui sont encore là. Nos pratiques précédentes sont là. La réforme du système partisan nous a permis d'avoir 3 partis. Mais une question se pose. Appartient-il aux législateurs d'expliquer une loi électorale, surtout en plein processus électoral? Et dans ce cas de figure, lorsque de telles difficultés apparaissent, je pense qu'en droit, il revient aux partis, aux intéressés de saisir, comme la loi le prévoit, de saisir la Cour suprême pour que la Cour suprême, qui est le juge du contentieux des élections municipales, donne une orientation, donne un sens à la loi. En fait, c'est ça. On aurait changé la règle du jeu en cours du jeu. Si c'est au fin de renforcer l'édifice qu'on a commencé à construire et qui tangue par le fait des hommes, parce qu'on n'a pas été suffisamment avisé, c'est pour la bonne cause. Ils sont dans leur rôle, sauf que ça risque de laisser quelques tâches. Lynché, prise à partie. L'Assemblée nationale, dans cette dernière initiative, en prend pour son compte dans l'opinion nationale et pourtant, les chiffres sont éloquents. Le vide créé par le manque de précision des mairies sans majorité absolue est un piège à désamorcer. Les députés ont sans doute pensé qu'à ça, venir au secours des préfets dépassés. À Djougou ce matin, le conseil communal a été installé sans qu'il n'y ait eu l'élection du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement. Malgré ce blocage, les populations ont manifesté leur joie autour de Malik Gomina. Elles l'ont aspergé de poudre. Suivez un extrait de l'ambiance. Porto Novo attend toujours l'élection du maire et de ses adjoints. Prévue pour ce mardi 2 juin, cette élection n'a pu se tenir. Seul le conseil communal a été installé. Mathieu Boukop laisse ça aussi. Porto Novo, capitale du Bénin, toujours sans son élu communal. Le nouveau maire, prévu pour être connu ce mardi 2 juin, n'a pu être désigné par ses pairs. L'élection du maire et de ses adjoints reportée. Une élection reportée sine die. La population de Porto Novo va devoir attendre des jours pour installer le successeur de Emmanuel Zosso. Il faut toutefois préciser que le préfet a installé les 33 nouveaux conseillers municipaux de Porto Novo. Devant Dieu, les mânes des ancêtres et les forces vives de la municipalité de Porto Novo, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare officiellement installé le conseil municipal de la ville de Porto Novo, 4e mandat. Puisse le Très-Haut vous inspirer et guider vos pas dans la prise des décisions salutaires pour le rayonnement de votre commune, le rayonnement de notre ville capitale. Nous allons remercier le Seigneur de nous avoir donné le souffle jusqu'à ce jour. Et nous venons d'assister effectivement à l'installation du conseil municipal de la ville de Porto Novo. Cette installation a été opérée par le préfet, l'autorité de tutelle de l'OME. Et vous venez de constater que c'est une partie de l'installation qui a été opérée, c'est-à-dire
installer le conseil municipal. La suite des étapes suivront, sûrement selon les dits du préfet. Il nous avisera. Et je crois que nous tous, nous allons répondre présents. Quel maire pour la ville à 3 noms? Entre conseillers, ça se discute en attendant l'élection de l'élu communal et de ses adjoints. On reste à Porto Novo pour dire que les citoyens de la ville attendent beaucoup du prochain maire qui sera connu dans les tout prochains jours. Quel maire pour la capitale du Bénin? Mathieu Boka et Esther Saoussi ont recueilli l'avis de quelques-uns. Suivez. Les défis qui attendent le prochain conseil communal de la ville capitale Porto Novo sont grands. Même si le maire et ses adjoints ne sont pas encore connus, les ambitions des populations restent plus grandes. Si le futur maire de Porto Novo peut s'inscrire dans la vision du président de la République, je dirais que Porto Novo est sauvé. Vous savez, nous avions souffert pendant longtemps du développement de la ville de Porto Novo. Aujourd'hui, que ce soit Porto Novo, que ce soit Cotonou, quelle que soit la ville, et surtout les villes à statut particulier, je dirais même le Grand Lukwe, nous avions besoin de bons gestionnaires. Nous avions besoin de gens qui peuvent réellement participer au développement. Que l'on soit de tel ou tel parti, le plus important pour nous, c'est qu'il ne se conçoit pas. Il ne se conçoit pas qu'aujourd'hui, l'État central, que l'État investisse des milliards dans le développement et qu'on ne puisse gérer ça de manière judicieuse. Porto Novo, ville capitale, doit renaître de ses cendres en matière de développement. Un développement qui ne peut se concrétiser sans l'apport de tous. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Mais il faudrait que les citoyens de la ville de Porto Novo payent également les impôts pour accompagner le futur maire. Vous savez, les élus sont élus par la base. Et il faudrait impérativement qu'ils soient, ces élus, à l'écoute de cette base. Et les bases expriment ce qu'elles veulent, quelle que soit la commune aujourd'hui. Je crois que quand on parle de base, vous avez une composition des jeunes, des femmes, des artisans, et qui savent qu'en contribuant à travers leurs réflexions, leurs rapports financiers, à travers les tasses, que ce soit les femmes, des marchés, les commerçantes, vous conviendrez avec moi que cette base voudrait un changement, surtout aujourd'hui, que dans chaque commune, qui est ce qu'on appelle une conférence communale qui regrouperait toute la population à travers leurs représentants pour que des échanges puissent se faire. Et cette conférence, elle sera une conférence consultative. Même si Porto Novo retrouve ses attributs de la capitale de la ville moderne, il n'en demeure pas moins que l'accompagnement du conseil communal s'avère indispensable. L'installation des nouveaux membres du conseil communal de la ville d'Abomey-Calavi a été effective ce mardi 2 juin 2020. Installation procédée par le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, qui n'a pu procéder à la supervision de l'élection de l'appareil dirigeant du conseil. Compte rendu avec Sandra Fadei et Edouard Capot. À l'instar de Cotonou, Boïcon et bien d'autres, la commune d'Abomey-Calavi installe ses conseillers municipaux. Au nombre de 49, ils sont installés pour le compte de la 4e mandature et pour un mandat de 6 ans. Mesdames et messieurs les conseillers élus, je renouvelle mon appel à l'endroit de chacune et de chacun de vous afin que, avec vous, avec cette 4e mandature, enfin, nous assistions à l'avènement d'une commune d'Abomey-Calavi unie et prospère. Pour ce faire, vous devez transcender vos différences politiques. Votre seul parti politique doit être le parti du développement de la commune d'Abomey-Calavi. Occasion pour Georges Bada, réélu conseiller, de faire part de ses sensations et d'expliquer le bien fondé du report de l'élection du nouveau maire. Lorsque le parti n'est pas prêt à présenter sa liste, il peut attendre et rester dans les règles de l'art. Donc c'est ce qui va sûrement se passer. Aucune dissension parce que aujourd'hui n'est pas maire de la commune qui veut. C'est désigné par le parti et lorsque le parti ne l'a pas encore fait,
Nous avons toute la latitude de nous patienter et d'attendre que cette liste soit faite. Il faut rappeler que l'élection du maire et de ses adjoints a été suspendue pour défaut de liste de candidature que devrait transmettre le parti majoritaire qui n'est autre que l'Union progressiste. Toutefois, le gouvernement et le Parlement prennent déjà des dispositions légales qui permettront d'élire en toute cohésion dans les tout prochains jours les maires, leurs adjoints et les chefs d'arrondissement. La Fondation Malher Rossou a organisé ce mardi 2 juin 2020 une conférence de presse à Cotonou. En présence des imams et alphas de Cotonou et environ, le secrétaire général de la Fondation a remercié le gouvernement pour les diverses démarches émises pour la réouverture des lieux de culte. De même, ils ont procédé à la distribution des affiches de sensibilisation. Suivez le compte-rendu avec Antonia Dossa et Prudence Cousson. Une conférence de presse à l'initiative de la Fondation Malher Rossou au menu de la rencontre avec les hommes des médias, la réouverture des lieux de culte. Dans ses propos liminaires, le secrétaire général de la Fondation a remercié le chef de l'État et son gouvernement pour le sens de l'écoute. Nous saluons le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, qui a pris à cœur la souffrance des Béninois. De nos frontières, les couvre-feux sont décrétés, les marchés sont fermés et autres. À la surprise de tout, il n'a pas imité les autres pays. Il a ordonné la réouverture des lieux de culte, des bars, des établissements scolaires et a donné un feu vert à la circulation sur toute l'étendue du territoire national. Un remerciement à l'endroit du gouvernement d'avoir pris les dispositions d'urgence pour recevoir nos frères béninois rapatriés du Koweït, du Ghana et du Gabon. En ce qui concerne nos étudiants en Arabie Saoudite, ils sont bien entretenus et bien logés dans un grand hôtel 5 étoiles. À l'occasion de cette rencontre, tous les leaders musulmans sont invités à veiller au respect scrupuleux des gestes barrières dans leurs mosquées respectives. Nous exhortons nos fidèles musulmans à respecter rigoureusement les consignes des autorités sanitaires et les consignes de l'Union islamique du Bénin pour la lutte contre le Covid-19. Nous les prions donc d'observer le lavage régulier des mains, le port de masques avant d'entrer dans les mosquées et éviter les prières de longue durée. Nous demandons à chaque comité de mosquée de former une brigade de surveillance sous la direction des imams pour le respect strict des mesures de prévention au coronavirus. Le président de la Fondation, quant à lui, invite les acteurs politiques à la discipline du groupe en cette période d'élection des chefs de communes et d'arrondissement. Nous ne pouvons pas rester muets à ce qui se passe dans notre pays. Et ce que nous sommes en train de constater, c'est très très grave. Dans la mesure où le parti a désigné quelqu'un pour être maire et un autre lève la main pour dire que lui-même veut être maire. Ça, c'est l'indiscipline totale. Et en ce qui nous concerne, il faut de l'ordre. Et ceux-là doivent être radiés des partis. Je parle de tous les partis, hein, SCBE, UP, BR. Parce que c'est le parti qui dirige les militants. Et il y a des responsables. Et ceux-là, je leur demande de prendre leurs responsabilités. C'est également le moment de distribuer des enseignes de sensibilisation pour éviter la contamination au coronavirus. Aussi, des affiches pour que le message soit porté à tous les fidèles musulmans du Bénin. Les États-Unis continuent d'être secoués par une vague de violence suite au décès de George Floyd au cours de son interpellation par la police. Dans cette ambiance, Terence, le frère de la victime, s'est rendu sur les lieux où la scène s'est déroulée. Moment d'émotion que je vous invite à suivre.
Le frère de George Floyd, Terrence, voulait voir par lui-même où son frère avait été tué. Mais alors qu'il s'approchait du mémorial de fortune, ses jambes ont semblé céder alors qu'il tentait de surmonter son émotion. Les contours du corps de George ont été peints sur le sol. Assis à proximité, Terrence sanglote. Malgré l'angoisse et le chagrin, le message que Floyd voulait faire passer était celui de l'unité, appelant à des manifestations pacifiques, mais aussi pour que les tueurs de son frère soient traduits en justice. Donc, si moi je ne perds pas mon sang-froid, si moi je ne casse rien, alors qu'êtes-vous en train de faire? Si moi je ne viens pas perturber ma communauté, que faites-vous tous? Vous ne faites rien car cela ne ramènera pas du tout mon frère. Je sais qu'il ne voudrait pas que vous fassiez ça. Paix à gauche, justice à droite. Terrence a ensuite passé plusieurs minutes à prendre connaissance des messages et à observer les fleurs qui ont été déposées à cette intersection à Minneapolis. Je pense que nous partageons tous le même sentiment. Nous voulons que notre ville revienne et nous voulons que justice soit rendue à George Floyd. Ce sont nos priorités et beaucoup d'entre nous sont prêts à risquer leur vie pour y arriver, mais pour y arriver d'une manière pacifique. Nous avons besoin d'une nouvelle législation. Nous voulons la justice. Nous voulons que la police paie pour cette monstruosité qu'elle a faite ici. Peu de gens auraient pu prédire la chaîne des événements qui se sont déroulés aux États-Unis depuis la mort de George Floyd. Elle a révélé une profonde tristesse, de la colère, mais aussi des problèmes sociaux bien plus profonds. C'est ici que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.